Au sens large, l'hydrosphère est ce qui contient de l'eau sous toutes ses formes. Si tu analyses un peu autour de toi, de l'eau, il y en a beaucoup et pas mal partout. De l'eau liquide, en plus de dans ton robinet, il y en a dans les lacs, les rivières, les océans. Elle tombe du ciel sous forme de pluie. De l'eau solide forme en plus des glaçons pour rafraîchir tes boissons l'été, les glaciers, la banquise et la neige qui tombe l'hiver. Sous forme gazeuse, l'eau se retrouve dans l'air que tu respires. Elle forme les nuages. Dans ma façon de voir les choses, je classe certaines de ces formes d'eau dans d'autres sphères de la Terre. L'eau solide, je l'appelle la cryosphère. Je t'en parlerai un peu dans cette vidéo. Et l'eau gazeuse, je t'en parlerai dans la section atmosphère, avec les autres gaz qui nous entourent. Alors, partons à la découverte de l'eau sous forme liquide et solide pour le moment. H2O, petit rappel sur l'état de la matière. La molécule d'eau est cruciale pour la vie sous toutes ses formes. Tu verras dans tes trois que le fait de trouver de l'eau sous forme liquide est un des critères que les astronomes utilisent pour déterminer si une exoplanète, c'est-à-dire une planète en dehors de notre système solaire, pourrait contenir de la vie. Tu te souviendras qu'un liquide est un état de la matière intermédiaire entre solide et gazeux. Les particules sont espacées, mais pas trop. Sont liées, mais pas trop. Elles présentent un volume défini, mais pas une forme définie. L'eau sous cette forme est un excellent solvant. Solvant, tu te rappelles, ça veut dire qu'elle est capable de dissoudre un soluté. Et dans l'eau, on peut en dissoudre une très grande variété. Cet état de l'eau est aussi très stable au niveau de la température. Il faut une très grande quantité de chaleur pour passer de liquide à gazeux. La molécule d'eau est une molécule dite polaire, qui est faite de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. On va l'appeler polaire parce que l'oxygène va tirer un petit peu plus fort sur les électrons. Je sais que tu ne sais pas encore qu'est-ce que c'est un électron, mais dis-toi qu'elle va être un petit peu négative du côté oxygène et un petit peu positive du côté hydrogène. Et c'est cette structure-là, dite polaire, qui va faire que l'eau est un très bon solvant. Les molécules d'eau vont aussi avoir un comportement particulier entre elles. Elles vont former un filet solide qui va permettre de faire ceci. C'est ce qu'on appelle la tension superficielle. On en a un petit peu parlé quand on a vu le cylindre gradué et que ça formait un ménisque. Donc, c'était ce filet-là qui s'accrochait sur les bords du cylindre gradué pour former la petite courbe. Un dernier fait intéressant sur l'eau, lorsque les molécules d'eau sont à l'état solide, elles forment des hexagones. Cet hiver, tu pourras observer les flocons de neige. Ils ont toujours 6 côtés ou 6 branches. C'est à cause de justement cette formation hexagonale. Ces hexagones, ils sont remplis d'air, ce qui fait que la glace, elle est moins dense que l'eau liquide. La glace flotte sur l'eau. Donc, tes glaçons, ils flottent sur ton verre d'eau, ils vont pas dans le fond. Et c'est une des seules substances connues dont la forme solide, elle est moins dense que la forme liquide. Maintenant qu'on a fait connaissance avec notre molécule d'intérêt, allons voir plus en détail sa présence sur la Terre. Sur la planète, on distingue l'eau en 2 grandes catégories, l'eau douce et l'eau salée. On serait tenté de dire que la différence entre les 2 types d'eau, c'est la présence ou non de sel à l'intérieur, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une quantité de sel par unité de volume qui va définir si l'eau est douce ou salée. On dira qu'il faut moins d'1 gramme de sel par litre pour que l'eau soit considérée comme douce. Ce type d'eau est le seul qui est possible de consommer sans danger pour la santé. L'eau salée dans les mers et les océans contient en général plus de 30 grammes de sel par litre d'eau. Ici, on va parler, oui, de sel de table, celui-là que tu mets sur tes frettes, là, le NaCl, mais aussi d'autres sortes de sel comme le chlorure de magnésium. Ici, je t'ai fait un petit graphique montrant la composition des différents ions de l'eau salée. Donc, c'est les composantes des sels qui sont à l'intérieur de l'eau de mer. On voit que le chlore et le sodium sont les principaux, mais qu'on a aussi là, du magnésium, du calcium, des sulfates. Tout ça là, peut te paraître un peu du chinois, mais t'inquiète pas, tu vas voir qu'est-ce que ça représente au cours des prochaines années. Si on compare l'eau salée et l'eau douce, on va s'apercevoir que l'eau salée a une masse volumique plus importante, soit de 1,025 g par millilitre. Évidemment,
C'est pas juste de l'eau, il y a des sels qui sont dissous dedans. C'est normal qu'il y ait une plus grande masse volumique. La quantité de sel qui est dissous dans l'eau de mer permet aussi le passage du courant. Elle a une meilleure conductibilité électrique que l'eau douce. Elle a aussi une meilleure flottabilité. Tu as sûrement déjà entendu parler de la mer Morte, là où le sel est très abondant, donc plus de 40 grammes de sel par litre d'eau, et où tout le monde flotte facilement. C'est dû à la quantité de sel. L'eau salée est aussi mortelle si on en boit en grande quantité, car elle va déshydrater notre organisme. Donc oui, tu peux mourir de soif si tu es perdu sur un radeau en pleine mer. Et ce n'est pas vrai seulement pour nous. Les poissons, par exemple, eux aussi peuvent mourir s'ils sont en milieu d'eau salée. Tu vas me dire, mais oui, mais il y a plein de poissons qui vivent dans l'eau salée. Oui, ces poissons-là sont adaptés à l'eau salée. Donc les poissons d'eau douce, les poissons de rivière, par exemple, doivent absolument vivre en eau douce. Et inversement, donc les poissons d'eau salée, si tu les apportes dans un aquarium d'eau douce, ils vont pas faire long feu. Donc c'est la même chose. Notre planète est surnommée la planète bleue parce qu'on l'a déjà dit, là, elle contient plus de 70% d'eau. L'eau, elle manque pas sur notre planète. Mais toute cette eau-là n'est pas consommable pour l'être humain. En effet, l'eau salée va représenter un rapport de 40 pour 1. Donc, à chaque 40 litres d'eau salée, on va avoir un seul litre d'eau douce sur la planète. Ça représente environ 2,5% de l'eau totale sur la Terre qui serait comestible pour l'humain. De toute cette eau douce-là, on a 69% de l'eau douce qui est emprisonnée dans les glaciers. 30% de l'eau douce est cachée dans les nappes d'eau souterraines, qui nous laisse environ seulement 1% d'eau douce de surface facilement accessible. Au Canada, nous sommes très chanceux. On possède une grande quantité de l'eau douce de la Terre. Le bassin des Grands Lacs, par exemple, représente 21% de toute l'eau douce terrestre. On dit là que 60% de toute l'eau douce est située dans 9 pays. Le Brésil, la Russie, l'Indonésie, la Chine, le Canada, les États-Unis, la Colombie, le Pérou et l'Inde. D'un autre côté, donc il y a le Koweït, les Émirats arabes unis, Malte, la Libye, Singapour, la Jordanie, l'Israël et Chypre qui ont très peu, voire pas du tout d'eau douce sur leur territoire. Ils doivent soit acheter de l'eau douce de leurs voisins ou utiliser différents mécanismes pour dessaler l'eau de mer. Utilisation de l'eau. L'eau est utilisée par l'homme dans plusieurs domaines d'activité. L'eau est une importante source alimentaire, soit environ 140 millions de tonnes de poissons, plantes comestibles qui sont pêchées chaque année. La pêche est une activité économique importante. Au Canada, ça représente environ 6,6 milliards de dollars à chaque année et emploie 70 000 personnes. On exploite l'eau aussi comme source d'énergie. On peut penser à Hydro-Québec, par exemple, qui produit de l'hydroélectricité. Puisqu'on a beaucoup d'eau au Canada, c'est très avantageux pour nous de produire notre électricité de cette façon-là. On peut aussi utiliser l'énergie marémotrice. Donc, les grandes marées, dans la baie de Fundy, entre autres, ce sont les plus grandes marées sur la planète. Donc, ils sont exploités pour fabriquer de l'énergie. On peut aussi utiliser la force des vagues en utilisant des machines comme les hydroliennes, qui vont fonctionner un peu comme les éoliennes que tu as déjà vues. Donc, ce sont des pales qui tournent, mais qui sont actionnées par la force des vagues. L'eau est une source d'énergie qu'on va dire renouvelable, c'est-à-dire qu'elle va se régénérer d'elle-même. Et en général, c'est très peu polluant. L'eau est aussi une source de divertissement. Donc, on a différents sports aquatiques et nautiques, comme la natation, le kayak, le bateau de croisière, la motomarine, la cryosphère. La cryosphère, comme mentionné plus haut, est la portion de l'eau qui est solide sur la Terre. On en retrouve un peu partout, entre autres dans le nord du Canada, sur les montagnes gelées de Norvège, les glaciers en Suisse, sur les neiges du Kilimandjaro. Mais l'essentiel du volume de glace se retrouve au Groenland et en Antarctique. On a déjà parlé dans l'épisode précédent la saison 1 de différents éléments par rapport à la cryosphère. On verra dans la saison 3, épisode 2, que la glace a un important rôle à jouer dans la régulation de la température sur la Terre et qu'elle est grandement affectée par les changements climatiques. En résumé, la Terre est appelée la planète bleue parce qu'elle est composée à 70% d'eau. Sur le globe, il y a une grande majorité d'eau salée et seulement 2% d'eau douce. L'eau douce est la seule qui est consommable, ce qui est essentiel pour l'apparition et le maintien de la vie.
L'eau douce est inégalement distribuée sur le globe. La grande majorité de cette eau se retrouve sur seulement 9 pays et plusieurs pays n'en ont pratiquement pas. L'eau sur la Terre est un important moteur économique. Des centaines de millions de personnes vivent de la pêche pour nourrir une grande partie de la population mondiale. Dans le prochain épisode, nous verrons les différents déplacements d'eau sur la Terre. On parlera du cycle de l'eau.